Je vous lis un extrait qui va vous donner vraiment une idée pas mal représentative du roman lui-même et de l'héroïne surtout. Derrière les piliers décrépits d'une station désaffectée aux confins de Moscou, deux hommes guettaient la lanterne jaune du tramway qui s'approchait. La voiture finit par s'arrêter avec des tintements de ferraille et des crépitements d'étincelles dans la nuit. On descendit une jeune fille en manteau rapiécé, la tête couverte d'un foulard noir de babouchka. Le tramway repartit. Vera n'avait pas vu les deux individus qui l'observaient derrière les piliers de la vieille station. Sous le vent frisquet qui agitait les pans de son foulard, elle s'était dirigée rapidement vers le grand terrain vague qu'elle devait traverser chaque soir pour regagner son gîte misérable dans l'ancienne écurie des chevaux de course. Même si elle en avait l'habitude maintenant, elle craignait toujours cette zone sinistre où on retrouvait parfois les cadavres de femmes détroussées et violées. Soudain, des ombres, des bruits, de pas. Elle se retourna, deux trognes luisantes de truands lui faisaient face. « Hé, poulette, attends un peu, on te fera pas de mal !» Pas la peine d'essayer de traiter avec ces bêtes fauves. Elle se mit à courir, les truands aussi, ils se rapprochaient, la talonnaient. À quoi bon? Il fallait mieux défendre chèrement sa peau. Elle ralentit un peu pour ramasser une pierre qu'elle balança à la figure du premier voyou. Il esquiva le projectile, mais il lui en lança un autre qu'il reçut en plein front. Il glapit de douleur, prit son visage à deux mains, jura comme un damné. Le temps de ramasser une autre pierre, le deuxième lascar s'était jeté sur elle et la renversait. Elle se débattit avec l'énergie du désespoir. Elle tenta de frapper avec tout ce qu'elle pouvait attraper, mais l'homme qui puait le poisson pourri l'avait déjà immobilisé sous ses genoux. Avec un rire sadique, il plaquait une main crasseuse sur son cou, sa gorge. Elle fit des efforts désespérés pour se libérer en donnant des coups de pied, mais l'autre homme à son tour tomba sur ses jambes, qui l'immobilisa. La main se resserra sur sa gorge, sa carotide. Elle sentait déjà l'étouffement. Nul doute, c'était la fin. Elle savait qu'il n'y avait pas de pitié à attendre. Elle ferma les yeux pourvu qu'il fasse vite. Tout à coup, un hurlement déchira la nuit, suivi d'une cascade d'aboiements de plus en plus proches. On vit des ombres bouger, des masses indistinctes se rapprocher avec des aboiements. L'effroi avait figé le rire dans la gorge du truand qui se releva aussitôt en criant « Les chiens! Les chiens !» Les deux malandrins détalèrent. De toute évidence, ils connaissaient les chiens particulièrement féroces qui erraient en bande dans ces lieux perdus. Le premier qui surgit des ténèbres, un grand chien noir, fila comme une flèche sur les deux individus. Il planta ses crocs dans le mollet du premier qui l'attrapa. L'homme trébucha, se débattit, cria. Il tomba en roulé-boulé, essaya de se protéger le visage des crocs du canidé qui s'enfonçait dans son avant-bras, déchirait ses haillons, se rapprochait de sa gorge. Un deuxième chien s'était jeté sur l'autre comparse et il faisait subir le même sort. Les autres arrivaient, une quinzaine en tout. Ils faisaient cercle avec des grognements féroces, prêts à la curer. « Suffit, Palcan, Chino, Palcan, venez. » Vera, encore un peu étourdie, s'approcha en continuant de leur parler. Les chiens ne cessèrent pas de grogner, mais ils desserrèrent leurs étreintes peu à peu, lâchèrent leur proie. Puis ils se tournèrent vers la jeune femme avec des vagues d'échappements joyeux. Tout à coup, ahuris, effarés, les deux individus se relevèrent et s'empressèrent de filer. Les chiens errants vinrent se regrouper autour de leur déesse. Avec des langues affectueuses, ils lui léchaient les mains, se frottaient à son manteau déchiré, à sa jupe froissée, à ses bottes crottées. Ils faisaient 1000 démonstrations d'affection avec des couinements de bonheur. Combien de temps encore ces animaux pourraient-ils la protéger des hommes? Une petite minute de plus ce soir, songea-t-elle, et c'était fini. Mise au banc de la société, son sort n'était guère meilleur que celui de ses chiens errants, et peut-être pire encore. Car à 20 ans, elle était seule face à l'adversité, seule à se battre chaque jour pour survivre. Et n'eussent été ses amis canins et d'autres animaux aux zoo,
elle serait sans doute morte depuis longtemps. À quoi rimait tout cela? À quoi rimait cette vie de paria qu'elle menait depuis que ses parents avaient eu des ennuis avec le régime et qu'elle avait dû quitter le Caucase? Ce soir-là, Vera ressassait dans sa tête toute la douleur du monde. Cheminant avec le grand chien loup à ses côtés et les autres autour, derrière, elle notait ici et là une oreille écorchée, une patte boiteuse, un œil sanguinolent. Elle devinait les combats de la journée et la rude existence qui était la leur, et elle leur racontait à son tour la journée éprouvante qu'elle avait passée aux eaux. Le gardien qui avait lâché un élan vindicatif sur elle, elle n'en pouvait plus de supporter cette misère. Après la puanteur de l'élan dont les relents la suivaient depuis le matin, il y avait maintenant l'odeur fétide des truands qui lui restait collée à la peau en même temps que la douleur de l'étreinte qu'elle sentait encore à la gorge. Cette nuit-là, se tournant et retournant sur son bruyant matelas de papier journal, Vera tarda à s'endormir. Elle ne voyait plus d'issue à l'impasse de sa vie. L'avenir lui semblait bouché à jamais, et le présent insupportable. Quel espoir avait-elle de s'en sortir un jour, puisque le régime semblait installé à jamais? Elle ne se faisait plus d'illusions. Elle savait qu'elle ne pourrait entrer dans aucune université du pays, qu'elle était interdite, stigmatisée pour toujours par ce régime impitoyable, que son diplôme ne valait rien, parce qu'on lui avait accolé la marque du paria, qu'on appelait le billet de loup, le jour où elle avait refusé d'adhérer aux jeunesses communistes. Même si Lénine était mort et n'était pas enterré, loin de là. Son régime lui survivait, les bolcheviks avaient triomphé de leurs ennemis, les Blancs étaient dispersés, morts ou en exil, comme son frère. Ah, son frère, le reverrait-elle jamais, son frère? Comment espérer sortir du pays de toute façon? Même si Boris avait réussi à se réfugier à Paris, que pouvait-il faire pour elle? Non, il n'y avait rien à faire. Tous les horizons étaient bouchés pour elle. Et la misère dans laquelle elle vivait depuis plusieurs années n'avait fait que s'accroître. Elle se demandait s'il y avait un sens à tout cela. Elle était de plus en plus traquée. À quoi sert de vivre ainsi, se disait-elle? Ça ne sert à rien et ça ne mène nulle part. L'horizon est barré pour moi, je ne peux pas devenir une savante estimée. Même si j'accumule des connaissances, ça n'a aucun intérêt si c'est pour moi seul. Connaître pour transmettre et faire aimer, c'est une chose. Mais connaître juste pour soi, à quoi bon? Ça ne fait pas avancer le monde et ça ne soulage en rien la vie des animaux. Non, plus elle y pensait, moins elle voyait l'issue. Cette vie ne valait pas les efforts qu'elle faisait pour la poursuivre. Il valait mieux en finir. Oui, en finir, mais comment? Bien sûr, il lui répugnait profondément de ne pas tenir tête à la vie. Mais de toute façon, à tort ou à raison, se disait-elle, elle avait choisi son sort. Elle avait elle-même provoqué cette situation, elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. On l'avait prévenue à maintes reprises ces dernières années. Elle savait ce qu'elle faisait, même si elle ne se rendait pas vraiment compte de la gravité de la situation ou ne voulait pas s'en rendre compte. On ne s'oppose pas impunément au pouvoir. Vera se mit donc à réfléchir à la manière de se suicider. Ce n'était pas la première fois qu'elle y pensait, mais cette fois, elle était bien résolue. Se pendre, trop laid. Elle avait vu tellement de pendus durant la Révolution, la langue sortie, l'œil défiguré. Non, c'était trop répugnant. Pas question non plus de se flamber la cervelle, car elle n'avait pas d'arme à feu. Elle opta finalement pour le couteau. Elle se couperait les veines tout simplement, ou se poignarderait. Sa décision était prise. Elle était résolue à l'exécuter durant le jour qui allait se lever. Après avoir écrit une lettre d'adieu à ses parents, Vera refoula ses larmes et partit entreprendre sa dernière journée aux eaux. Un soleil pâle cerclé de brouillard se levait sur Moscou en ce matin d'avril 1926, quand elle monta dans le tramway. Elle voulait employer sa dernière journée à mettre ses affaires en ordre et surtout à faire ses adieux aux animaux qu'elle aimait. Elle voulait aussi ramener du zoo un couteau bien aiguisé pour mieux se couper les lèvres. Elle ne reviendrait pas sur sa décision. Elle n'avait que 21 ans, mais avait toujours manifesté une volonté inébranlable. Et ce projet ultime
comme tous les autres, rien ne pourrait l'en détourner. Elle se frayait un chemin dans la foule qui encombrait le véhicule public, tâchant d'éviter la rencontre des regards. Elle gardait les yeux baissés, pour mieux rester campée dans son fort intérieur, agrippée à cette terrible résolution. Et l'épaisse frange de cheveux blonds roux qui lui tombait sur les yeux semblait l'isoler encore davantage. Elle ne voulait voir ni l'effronterie sans borne, ni le mélange de timidité et de peur qui affleurait dans les regards de ce temps. Il suffisait de supporter les effluves indéfinissables, mélange de soupe aux choux, de sueur, de cirage de bottes et de roue de vodka, qui se dégageaient à chaque brinque-ballement du tramway, le coude à coude, les interpellations, les reniflements, les quintes de tout. Et puis, ce silence opaque d'une époque où tous se tenaient sur leur garde, où personne n'osait parler trop de peur d'être entendu, remarqué, espionné, dénoncé, pour on ne savait quel crime de lèse communisme. C'était une société malheureuse et misérable, mais qui se voulait exemplaire face au reste de l'humanité, la première société marxiste-communiste de l'histoire. En restant attentive aux divers arrêts du véhicule, Vera s'efforçait de ne penser à rien. Elle tâchait surtout de refouler les souvenirs qui remontaient à l'improviste, comme des flammes mal étouffées, des images du passé qui crépitaient brusquement comme les étincelles électriques du tramway. Son enfance en Sibérie, la bonne Nia qui avait tant veillé sur elle, et sa mère. Tout à coup, elle pensa à cet incendie de la taïga qu'elle avait vu dans le Transsibérien en 1914, tous les animaux en fuite. Elle songea amèrement que la Révolution avait été un immense incendie du pays russe, un incendie que plusieurs avaient réussi à fuir, comme son frère. Elle aussi, elle le fuirait à sa façon, car il n'y avait plus d'espoir. Arrivée au zoo, Vera se dirigea prestement vers ses quartiers sans prêter attention aux salutations goguenardes de deux gardiens qui conversaient près des cages des fauves. Elle voulait surtout voir Gubbio, ce jeune loup qu'elle avait élevé avec des soins maternels depuis qu'elle l'avait recueilli un soir près de sa mère morte. C'est à lui surtout qu'elle voulait faire ses adieux. Près de 2 ans maintenant, il était devenu un superbe loup tout argenté et de belle taille déjà. Vera avait pris l'habitude vers midi de faire une promenade d'une demi-heure avec Gubbio dans un sentier écarté qui traversait le jardin. Cette fois, elle avait décidé de consacrer 3 fois plus de temps à cette promenade qui était en quelque sorte une cérémonie d'adieu. Flairant quelque chose d'inusité, le loup ne folâtrait pas aussi librement qu'à l'accoutumée. Il tournait souvent la tête vers la jeune fille. Il cherchait à lire dans ses yeux. Vera sentait son inquiétude et tentait de le rassurer du mieux qu'elle pouvait, d'une caresse, d'un mot, tout en restant ferme intérieurement pour ne pas se laisser attendrir. Mais c'était un beau jour de printemps. Le soleil illuminait le moindre brin d'herbe et l'instinct prit le dessus. Gubbio était excité par toute l'éclosion qu'on sentait dans la nature. Tout ce qu'il flairait, voyait, entendait, touchait, goûtait. À tout bout de champ, un oiseau s'envolait d'un bosquet. Un écureuil grimpait dans un arbre, un lièvre détalait et Gubbio bondissait de joie. Il était attentif à tout. Un coup de vent dans les herbes, il dressait l'oreille, il se tournait vers Vera. De quoi s'agit-il? C'est ainsi qu'il parfaisait son éducation avec sa mère adoptive. Des moineaux polissons s'en vinrent tourbillonner autour de lui par pure espièglerie. Et Gubbio jouait à les attraper, sautant en l'air comme s'il riait aux éclats. Vera suivait les moindres faits et gestes de son loup. Celui-ci d'ailleurs se tournait constamment vers elle pour l'interroger sur les 1001 sensations qu'il éprouvait, et aussi, comme pour l'entraîner avec lui dans cette allégresse du printemps, dans cette fête de tous les sens. Insensiblement, malgré elle, Vera entrait dans le jeu. Tout d'un coup, ce fut un éclair, un flash, comme si son esprit s'ouvrait à 180 degrés. Elle vit comme elle n'avait jamais vu auparavant. Arbres, fleurs, oiseaux, ciel,
toute chose avait pris une dimension nouvelle. En un instant, elle avait compris combien elle connaissait mal la vie, à quel point elle ne savait pas vivre. Elle en était bouleversée, émue jusqu'au fond de l'être. Elle n'avait vu jusque-là qu'une minuscule fraction de la réalité. Chaque sensation était un monde en soi, un infini, un univers inépuisable à observer, goûter, savourer. Et c'est son jeune loup qui le lui apprenait. Elle s'appliqua sur le champ à être en communion avec l'animal, à ressentir en même temps que lui tout ce qu'il sentait, les odeurs, les bruits, les mouvements divers des choses autour, les moindres événements, les menus faits de l'existence qu'on ne sait pas percevoir, qu'on ne sait pas contempler. Un vieux clou rouillé ou un caillou qu'un rayon de soleil transformé en pierre précieuse, l'émeraude tendre d'une bardane fraîche éclose, et ces petites oxalides blanches appelées Alléluia, qui faisaient jouer leurs dentelles dans la lumière. Toute la gamme des sons, du froufrou soyeux du feuillage au chant aigu des oiseaux, toutes les odeurs que charriait le vent, elle comprenait à quel point cette réalité est riche, et comme elle n'avait pas su la voir. En se claustrant dans son malheur, elle avait fermé les yeux sur toutes les richesses de la vie, les richesses qui pouvaient appartenir à tous les êtres, pour peu qu'ils leur rouvrent les portes de leur sens. En approchant de la haute clôture grillagée qui les séparait de la rue, son attention fut attirée par une touffe d'herbe qui avait poussé à travers la base de béton de la clôture. De fait, l'herbe avait fait éclater le béton. Elle y vit une image de la force de la vie, la force de la poussée vitale contre tous les obstacles de la matière. À l'extrémité de la ville, l'orage éclata au moment où Vera descendait du tramway. Ce fut comme un déclic. Toute l'émotion qu'elle avait contenue durant la journée, depuis la promenade avec son loup, explosa comme des trombes d'eau, faisant sauter les digues. Et elle pleurait sans retenue en traversant le grand terrain vague qui menait à son misérable logis dans l'ancienne écurie de chevaux de course. Ses pleurs étaient comme la dissolution de toute sa volonté tendue d'en finir, un abandon général. Les larmes étaient la vie qui refluait en elle, la vie qui forçait à douleur un nouveau chemin dans ses veines, la vie irrépressible. Oui, elle vivrait. Elle continuerait de vivre pour faire son chemin envers et contre tout dans ce monde fermé, dans l'immense prison qui était devenue son pays. Car la vie, elle ne le savait pas assez jusque-là, la vie était plus forte que la mort, comme cette touffe d'herbe qui avait fait éclater le béton de la clôture. Bien sûr, elle allait retrouver encore son galetas, son lit dont le matelas était fait de papier journal, ses minces cloisons qui la séparaient à peine de voisins bruyants et peu commodes, ses prostituées, ses tire-laines et la grosse concierge alcoolique avec son aigre fin de mari. Mais elle s'en fichait, elle était maintenant comme animée par une force nouvelle, une joie supérieure. Même si elle n'était qu'un brin d'herbe pris dans le ciment de ce régime, elle savait maintenant que si le brin d'herbe persiste, il peut faire éclater la pierre. Et si les hommes lui avaient infligé le billet de loup pour l'empêcher de poursuivre ses études, un loup lui avait donné une leçon de vie qui était un véritable billet d'espérance, un passeport pour traverser la misère du temps.